Caroline Chopineau, je suis directrice générale d'une association que je vais vous présenter rapidement après, qui s'appelle le Hub Francia, et je suis accompagnée de Camille Soulard, qui est chef de projet chez nous. Fais coucou, t'es derrière, et qui en l'occurrence gère plusieurs de nos groupes de travail, dont un groupe de travail sur l'éthique, évidemment, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Du coup, j'ai besoin de changer. Tac, merci. En quelques mots, rapidement, juste pour vous présenter un peu le contexte des travaux qui vont être présentés ici, principalement par Camille, puisque moi je ne fais rien, je suis la directrice générale. Le Hub Francia, c'est une association qui a été créée en 2017. On s'était tous dit, voilà, c'est le moment ou jamais de monter une association sur l'intelligence artificielle, car il faut structurer l'écosystème. C'était au départ une petite association qui a pas mal grossi depuis, puisqu'aujourd'hui on a 130 membres à peu près, majoritairement une 90-100 startups en IA ou des enablers de l'IA, et puis le reste, ce sont plutôt des profils d'utilisateurs, grands groupes, PME, ETI, et quelques écoles et cabinets d'avocats. On a beaucoup parlé de l'AI Act. On a donc beaucoup de cabinets d'avocats qui nous ont rejoints l'année dernière pour travailler sur ces sujets réglementaires. Notre position, c'est vraiment d'aider à accélérer l'industrialisation de l'intelligence artificielle dans son tout tissu économique français et européen. Pour faire ça, on regroupe différents acteurs et on a mis en place des groupes de travail pour essayer de transcender certains sujets et accélérer ensemble sur certaines thématiques. Au vu des discussions qu'on a depuis le début de cet événement, je vous invite à aller sur le site web, non pas juste pour regarder ce qu'on a fait sur le travail éthique, mais aussi sur les sujets banque et auditabilité. Je pense que ça peut vous intéresser. Et sur les sujets de l'AI Act. Donc c'est gratuit, c'est des publications qui sont en ligne, ouvertes à tous, vraiment pour aider la communauté à avancer sur les sujets de l'IA. Banque et auditabilité, juste pour y passer 3 secondes, c'est un livre blanc sur les risques liés au système IA dans le milieu bancaire qui ont été co-écrits par la BNP, la Banque Postale et la Société Générale. C'est un document de 40 pages qui liste les risques identifiés par les banques sur la mise en prod de l'IA, sur tout le pipeline projet, donc j'ai mise en prod, mais vraiment de la conception du projet jusqu'à sa mise en production et sa maintenance. Et ils décrivent assez précisément leur modèle en 3 lignes de défense, comment ils gèrent les audits internes et comment ils se préparent à l'arrivée de l'AI Act et comment ils se préparent aux audits IA de la CPR. Donc c'est hyper intéressant, franchement, allez jeter un œil. Le groupe travaille actuellement justement à l'identification des méthodes, outils pour remédier aux risques. Donc la prochaine publication, ce sera un guide des templates, des méthodes, des outils qui aideront à gérer les risques des systèmes d'IA. Sur l'AI Act, c'est plus un position paper, mais ça peut vous donner quelques idées sur le ressenti de l'écosystème IA sur l'arrivée de l'AI Act. Alors, passons à l'éthique, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le groupe de travail éthique, je pense qu'on peut passer. Pip. C'est un groupe de travail qui a été lancé initialement au démarrage de l'association. C'était un des premiers groupes de travail qui a été actif au sein de l'asso et qui, à l'époque, était piloté par une chercheuse bien connue qui s'appelle Laurence de Villers et qui était très impliquée sur ces sujets-là. C'est un groupe de travail qu'on a créé. Alors, moi, j'étais dans ma start-up et j'ai essayé d'aller dans ce fichu groupe de travail éthique. J'étais pas DG du web encore, mais c'était un groupe de travail qui vraiment se posait déjà des questions à l'époque sur l'éthique de l'IA, parce que comme je vous disais, l'objectif de l'association, c'était déjà à l'époque d'industrialiser l'IA, de faire en sorte que tout le monde utilise l'IA, mais sans éthique, c'était difficile d'accélérer là-dessus. Aujourd'hui, le groupe de travail, il se réunit une fois par mois. On a une vingtaine de participants avec des profils différents, des grands groupes qui ont déjà des chartes éthiques, des startups qui se posent de grosses questions sur l'éthique, des laboratoires de recherche qui avancent sur ces sujets-là. Et les derniers travaux qu'on va vous présenter ici sont vraiment axés sur décortiquer les 7 principes éthiques. L'idée, c'est pas de donner une définition de l'éthique, on l'a vu, c'est compliqué, chacun s'approprie ce concept de l'éthique et on n'est pas là pour révolutionner ce point-là, on n'a pas comme ambition de se dire qu'on a la bonne réponse pour ce que c'est que l'éthique, mais l'idée du groupe de travail, c'est vraiment de fournir des outils pour arriver à mettre en place chez soi de l'IA éthique.
On ne va pas non plus donc définir l'IA éthique, mais c'est juste pour vous remettre le contexte, puisque nous, c'est un sujet qu'on traite donc depuis 2017. Notre conseiller scientifique, Françoise Soulier, a travaillé dans ce Hashtag on AI à l'époque, qui avait été créé par la Commission européenne et qui visait à avoir un groupe d'experts qui était là pour étudier le sujet de l'IA et la politique de financement de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. On était en 2018. En 2019, ils ont publié 2 rapports, dont un qui est ligne directrice en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Et donc depuis 2019, c'est un sujet qui perdure, l'éthique. Et si vous avez besoin de contenu sur ce thème, je vous invite à aller voir les publications qui ont été faites à l'époque par le Hashtag et dans lequel du coup le Hub, via son conseiller scientifique et Laurence de Villers, était impliqué. Next. Ce qui ressort en fait de tout ça, c'est que aujourd'hui, on le voit, pour que l'IA se diffuse, on en a parlé, il faut que la société soit sensibilisée à l'IA. Et pour que la société soit sensibilisée et puisse se l'approprier, il faut qu'elle ait confiance. Et donc tout l'enjeu de ces guides éthiques, c'est de trouver des solutions pour obtenir une IA digne de confiance dans lesquelles la société peut se projeter. Et les 3 grandes caractéristiques de cette IA de confiance qui ont été mises en évidence, c'est le fait qu'elle soit licite, éthique et robuste. L'éthique, c'est un volet sur lequel il faut se poser des questions, mais ce n'est pas le seul, c'est pas ce qui va révolutionner totalement le fait que toute la société utilise l'IA. Mais si on n'arrive déjà pas à répondre à ce point-là de l'éthique, on va quand même avoir des problèmes. Du coup, on a des définitions, mais on ne sait pas encore forcément comment opérationnaliser au sein des entreprises ce concept-là, et c'était tout l'enjeu du groupe de travail. Pourquoi c'est important de le faire? Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous savez que l'éthique de l'IA, c'est important, que vous vous posez des questions, que peut-être vous avez commencé à mettre des choses en place. Et nous, au Hub, on pense que c'est vraiment important d'aller dans cette démarche d'IA de confiance et tous nos membres, ou presque, se posent la question ou ont déjà mis en place des choses et continuent à réfléchir là-dessus. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il faut que la société soit sensibilisée, c'est-à-dire que les collaborateurs dans l'ensemble doivent être sensibilisés à l'IA, à ce que c'est que l'impact de l'IA, les risques, et comment est-ce qu'on peut gérer une démarche éthique. On a parlé des biais, on a parlé de la robustesse, il y a beaucoup de points qui rentrent en jeu, et il faut que tous les collaborateurs soient embarqués là-dedans. Et c'est ça qui va craquer un peu le sujet de l'IA et de l'IA éthique au sein des entreprises. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question, parce qu'il va y avoir l'IA qui va arriver, on a, bon, allez, peut-être 2 ans encore, s'il ne sort pas tout de suite pour se mettre en conformité, mais ça a été voté, c'est parti. Donc il faut vraiment industrialiser aussi la façon dont on gère ces concepts éthiques quand on veut lancer des projets. Alors, mais Camille va présenter donc en détail, alors on ne va pas vous faire tout le guide pratique, hein, l'idée c'est surtout de vous expliquer à quoi il sert et comment ça marche. Mais en tout cas, le groupe de travail, donc ça fait voilà, 18 mois de travail sur ce guide, hein, c'est quand même un sacré boulot d'une vingtaine de contributeurs. L'idée vraiment, c'était, comme je disais, d'essayer de décortiquer des principes, de donner des clés pour comprendre comment mettre en place de l'IA éthique et vraiment d'obtenir des IA qui sont, on l'a mis voilà, en 3 petits points, mais sans heurts, dont on peut rendre compte et qui répond à un futur désirable. Chacun ensuite fait ce qu'il veut de son IA, de son concept de l'éthique. Mais ici, vraiment, on vous donne des définitions simples et des outils pratiques. Et là, c'est pour avoir à peu près une idée de qui a travaillé sur ce livrable. Alors, on vous a mis les noms des contributeurs les plus actifs. Mais vous avez Equitia, donc, qui est une association en Occitanie qui travaille justement sur ces sujets éthiques, la Gendarmerie nationale, que ça interroge beaucoup, et en particulier la Poste, qui ont beaucoup travaillé aussi là-dessus, et des sociétés qui sont, elles, directement impactées aussi par des sujets de l'éthique. Je pense que c'est tout pour moi. Et c'est à toi, Camille. Merci, Caroline. En effet, comme elle vous le disait juste avant, notre but, c'est pas de vous dire ce qui est éthique ou ce qui ne l'est pas. Et l'ambition du groupe de travail, c'est vraiment de vous apporter des clés pour mettre en place une démarche qui soit éthique pour vous, selon votre contexte ou votre cas d'usage. Donc, très simplement, c'est une démarche en 3 temps. On a une première étape qui va être une auto-évaluation pour pouvoir se positionner, mais je vais revenir dans le détail après. Grâce à cette auto-diagnostic, vous allez pouvoir du coup identifier les principes prioritaires et à partir de là, pouvoir aller directement aux conseils et bonnes pratiques qui sont délivrés dans le guide.
Donc voilà les 7 principes, ils sont issus des travaux du HLEG, donc on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas voulu, voilà, c'était vraiment pas l'objectif. Je vous avoue que les premières discussions étaient quand même assez animées, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un accord sur ce type de sujet. Donc on a décidé de partir de quelque chose qui faisait quand même l'unanimité, et donc on a atterri sur ces 7 principes: sûreté, impact durable, autonomie, responsabilité humaine, explicabilité, équité et respect de la vie privée. Donc je vais vous donner aujourd'hui trois exemples à partir de ces 7 principes. Mais peut-être avant, donc là vous avez l'escalier de la grille de maturité qui est en introduction du livre blanc et qui sert vraiment à réaliser l'autodiagnostic dont je parlais juste avant. Le niveau 1 étant le niveau le plus faible, entre guillemets, où vous n'avez pas forcément mis en place des choses, et le niveau 5 étant le plus élevé. Donc si on passe au slide suivant, on va voir voilà, cette grille, cette fameuse grille, qui est assez illisible. Mais vous avez donc en ligne les 7 principes, et en colonne donc les 5 niveaux de maturité. Et si on passe au slide suivant, vous allez avoir un QR code que vous pouvez flasher si ça vous intéresse de récupérer justement cette grille. Donc c'est là si je vois ça intéresse ou pas, s'il y a des téléphones qui se lèvent. Vous pouvez faire semblant. Donc on vous laisse quelques instants pour flasher le QR code. Et donc vous allez pouvoir du coup suivre peut-être plus facilement en direct sur votre mobile. Et on va pouvoir passer du coup à la suite. Donc là je vous ai donné un peu la structure globale du livre blanc qui du coup est vraiment à utiliser comme un guide pratique concret. Donc on repart donc de cette démarche pour qu'on l'ait bien en tête. Si je reprends l'étape 1, s'auto-évaluer avec la grille de maturité. Sur le slide suivant, j'ai positionné aléatoirement des logos, ça concerne personne en particulier, mais on peut se dire, par exemple sur le principe de sûreté, sur le niveau 1 non maîtrisé, vérification des vulnérabilités inexistantes ou sous-évaluées, bon, j'ai quand même fait des choses, donc ça ne me concerne pas. Par contre, le niveau 3, il est trop élevé par rapport à mon cas, donc je me positionne au niveau 2. Et on va faire ça pour chacun des niveaux, chacun des principes, pardon, ou en tout cas ceux qui me paraissent le plus pertinents. Une fois qu'on a cette cartographie en s'étant positionné sur la grille, alors peut-être petite précision, nous on a pensé cette grille, on l'a conçue au niveau global de l'entreprise. Mais peut-être que c'est quelque chose qui sera à revoir, dans la mesure où parfois ça peut être aussi différent en fonction du cas d'usage pour lequel on réfléchit. Donc pour l'exemple là, on voit que sûreté, impact durable, explicabilité, ils sont au niveau 1 ou 2. Donc potentiellement, c'est là où je me dis j'ai des choses à faire, j'ai envie d'avancer sur ces sujets-là pour essayer de grappiller un niveau. Donc je vais vous donner 3 exemples de comment ça se décompose sur ces trois principes-là. Donc on va commencer par sûreté. Voilà. On peut passer au slide suivant. Donc dans le livre blanc, chaque principe est défini. On a essayé de le faire très simplement pour que voilà, on ne perde pas trop de temps là-dessus, mais pour autant on pose vraiment le contexte. Et chaque principe est décomposé en sous-principes. Donc, dans la sûreté, on va retrouver les questions de robustesse, de fiabilité et de protection physique contre les imprévus. Si je prends donc le premier niveau qui est la robustesse, je vais avoir une définition, puis des conseils pratiques et des bonnes pratiques. Et donc, imaginons que moi je suis un professionnel technique, un data scientist par exemple, qui va travailler sur un projet pour, je sais pas, un algorithme d'octroi de crédit, par exemple. Et je vais me poser la question si est-ce que j'ai indiqué des métriques d'évaluation de la robustesse d'une IA en amont de la conception du système. Est-ce que ça concerne mon projet? Oui. Dans ces cas-là, est-ce que j'ai pris en compte le point? Oui. Bon, super, je passe au suivant. Si c'est pas le cas, bah, peut-être que je vais devoir mettre des choses en place. Et en fait, le principe de ces bonnes pratiques, c'est vraiment d'amener le lecteur à se questionner et à voir comment est-ce qu'il peut essayer de s'améliorer. L'exemple suivant, du coup, c'était sur l'explicabilité.
Donc là, au niveau explicabilité, on était sur niveau non maîtrisé, principe de transparence et d'explicabilité et d'interprétation sont sous-évalués et peu pris en compte. Donc là, vraiment, on est à un niveau 0. Et si il y a voilà, une échelle qui avance au fur et à mesure. Mais vraiment, c'est l'idée de comprendre que on a essayé de détailler au maximum les descriptifs de chacun des niveaux pour chacun des principes pour que ce soit le plus simple pour le lecteur de pouvoir se positionner. Et ce n'était pas forcément très, très simple. Et donc pareil que pour le précédent principe, on va retrouver dans le livre blanc des bonnes pratiques pour amener encore une fois le lecteur à se poser des questions. Et le dernier exemple sur l'impact durable, pareil, on retrouve, alors ça va être la même chose, on retrouve donc cette échelle où on va amener du coup le lecteur à se positionner. Bon, c'est un peu redondant, mais vraiment c'est ce principe-là de pouvoir permettre à la personne d'identifier du coup les sujets les plus critiques pour lui et là où est-ce qu'il a envie d'aller. Par exemple, il peut se dire que bon, l'impact durable, c'est pas forcément sa priorité, et dans ces cas-là, il va pas aller chercher à mener d'actions particulières dans ce cadre-là. Pour autant, s'il se dit, on parlait de RSE tout à l'heure, par exemple, ça peut être un sujet important pour l'entreprise, et donc, par exemple, mesurer la consommation carbone lors de l'entraînement de son modèle, ça peut être un sujet important. Et du coup, ça peut être aussi pertinent d'aller réfléchir à tout ça. Donc, encore une fois, on amène le lecteur à se poser ces questions, sachant que pour les profils plutôt techniques, c'est pas la majorité qui vont réfléchir à ça. Dans les échanges qu'on a eus dans le groupe de travail, on a justement, on le voyait tout à l'heure, des profils très, très différents, très hétérogènes, et notamment des startups, donc plutôt des fournisseurs d'IA, des profils techniques, et qui nous disaient que voilà, dans leur formation, c'est pas des sujets qui sont abordés, l'éthique. Et pour autant, c'est dès le départ que c'est important de se poser les questions. Et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à proposer un livrable qui soit vraiment très concret et opérationnel. Donc pour conclure, l'objectif, c'est, on en a beaucoup parlé au final aujourd'hui, c'est la confiance. C'est comment est-ce qu'on amène les utilisateurs finaux à avoir confiance en la solution par justement la prise en considération de tous ces enjeux-là dès le départ de la conception. Évidemment, les sujets réglementaires. Donc la conformité aussi est un grand sujet et d'actualité. La RSE, Floa en a parlé juste avant, donc on se rejoint sur ce point-là aussi. C'est important pour les entreprises, certaines qui en font un enjeu stratégique. Et derrière, c'est aussi l'image qui est renvoyée aux collaborateurs, mais aussi aux clients, à l'externe, l'image de marque, la marque employeur, toutes ces choses qui en découlent. Et donc, c'est un enjeu fort pour se positionner face aux craintes et aux défiances du grand public. Dernière précision, avant de passer aux questions. C'est une première version, ce livre blanc. On ne prétend pas avoir la parole divine, donc on sait qu'il va y avoir des choses à améliorer. Et justement, on est très preneur de vos retours, des lecteurs, de ceux qui vont pouvoir expérimenter, tester les conseils, nous dire si c'est pertinent ou pas, si la grille de maturité est facilement utilisable ou pas. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse améliorer notre travail, proposer une nouvelle version et l'améliorer encore. Donc voilà, vos contributions sont très précieuses pour nous. Merci.